Vol de feu, par Quentin Clément. Partie 8. Au son des applaudissements. Nom, James Conrad. Race, humain. Vu pour la dernière fois, Tongoy, Vabine. Recherché vivant par Autorité d'Erdug, Garol de la colonie Rugar, Confédération de Zantia, Bande de Dren, Front de libération de Vabine. Méfaits, destruction de biens, déclenchement de fusillade ayant entraîné plusieurs morts, parle aux autorités, libération d'esclaves, intimidation, agression, piraterie, meurtre. Prime la plus basse, 10 000 mérites, Bande de Dren. Prime la plus haute, 25 000 dockars, FLV. Note supplémentaire. Capitaine du vol de feu, chasseur de primes armé et entraîné. Tous les membres d'équipage ont également leur tête à prix. Voir les avis de recherche de Okar Ragan, Bagar, Riley Carlyle, Arnel de Zigan, Elgor Nazit. Le vol de feu ouvrait son sas d'entrée pour la première fois depuis près d'un mois. Grâce à la capture d'Idan Ergar, tristement célèbre terroriste séparatiste, et à la récompense qu'ils avaient reçue, l'équipage avait pu un peu rallonger ses vacances. Mais toutes les bonnes choses avaient une fin, notamment les réserves d'argent, et il allait être temps de reprendre le travail. C'était avec une certaine amertume, mais aussi dans une belle sérénité que les chasseurs de primes reprenaient leur place à bord de leur foyer. « Dégage tout de suite d'ici !» hurla Okar dont la voix porta dans tout le vaisseau depuis ses quartiers. « Je me suis trompé, c'est tout !» répondit un Arnel mal à l'aise. « T'es la porte en face, celle qui s'ouvre avec ta clé !»« Ok, désolé !» Le dernier quitta la pièce alors que la porte se refermait avec fracas dans son dos. « T'essayais de trouver le truc ?» l'interpella la voix de Riley, juste derrière lui. « Oui, ce que le capitaine a vu et dont il a parlé sur Nakamai, et dont il se sert pour faire pression sur Okar. On va pas y arriver, tu sais, si on reste chacun de notre côté. C'est mission impossible. » Le dernier se tourna pour faire face à la jeune femme. « Et tu as une idée en tête ?»« Ouais, un plan infaillible, mais on doit être deux. Je dois aller au poste informatique, mais ce soir je te dis tout. Et demain, on accomplit notre mission. » Arnel tendit une main à Riley qui la serra, avant de se retourner et de prendre la direction du centre de commandement. « On vous attendait, mademoiselle, » reprocha le capitaine. « Faut se montrer patient de la vie, » répondit-elle. « Regarde ton ex avec qui t'es resté 6 mois. Ben, elle a attendu son orgasme pendant 6 mois. »« Ouais, très drôle. Tu te mets au boulot maintenant ?»« Ouais, cap. » Elle s'assit à son poste. Après les quelques modalités habituelles avant le départ d'un spatioport, le vol de feu décolla et se jeta dans l'infini. « On va où ?» demanda Elgor, une fois l'atmosphère de Vabine derrière eux. « On n'est pas très loin de Carid, une colonie plutôt pauvre de Toundarien. C'est le genre d'endroit où on trouve toutes sortes de malfrats et de truands. On aura forcément de quoi se remettre en route tout doucement. » Et en parlant de se remettre en route doucement, intervint le pilote, le vaisseau est resté à l'arrêt un bout de temps, vaudrait mieux laisser les moteurs chauffer et tourner un peu avant de lancer la supernavigation. Ouais, t'as raison. Mets le cap sur Carid et on reste sur les propulseurs normaux une petite demi-heure. À vos ordres. Après une vingtaine de minutes, le vol de feu s'était assez éloigné de Vabine pour être sorti de son espace contrôlé. C'était potentiellement dangereux, car rares étaient les vaisseaux qui allaient dans ces sortes de no man's land. Même s'ils étaient toujours sous la juridiction de l'Alliance Vanite, ils étaient trop éloignés de toute forme de civilisation pour être secourus en cas de problème. La plupart des vaisseaux enclenchaient donc leur supernavigation avant de se retrouver là, ce qui en faisait des lieux théoriquement périlleux, car la piraterie y était facile, mais où paradoxalement les pirates étaient rares, car les proies l'étaient aussi. Un vaisseau apparut alors sur les écrans radars. « Capitaine ? » « Ouais, j'ai vu. Vous tracassez pas, on est dans le territoire de l'Alliance. Ça veut dire que personne ne veut notre peau ici, et qu'en plus, on est des héros. Alors qui que ce soit, y a aucune raison qu'ils s'en prennent à nous, donc ne vous... Torpille !» Le radar indiqua un point rouge qui fila à toute vitesse sur le vol de feu avant d'éclater, secouant violemment le vaisseau. « On est attaqué !» hurla le capitaine dans son communicateur. « Tout le monde à son poste, les vacances sont officiellement terminées. On va montrer à ces enculés ce que... » Le vol de feu fut pris d'une nouvelle secousse alors que plusieurs voyants lumineux du tableau de bord s'illuminaient en rouge. « Une nouvelle torpille nous a touchés, si vite ?» s'étonna Elgor. « Il y a 2 autres vaisseaux juste devant nous en mode furtif !» s'écria Riley. « C'est une embuscade !»« Ils savent pas qu'on les a vus !» fit remarquer James. « Alors on les prend par surprise. Elgor, tu fonces droit devant et on pivote à 90 degrés. Et moi j'ouvre le feu. S'ils sont en mode furtif, leurs boucliers sont désactivés. » « Ils vont pas se laisser faire, » répondit le pilote. « Ouais, bah nous non plus.
Et reprise tout en douceur, ricana Riley. C'est comme ça qu'on s'éclate le plus, hurla James en décochant une torpille sur l'un des vaisseaux leur barrant la route alors que la mitrailleuse crachait son acier sur l'autre. Le projectile explosif atteignit sa cible dans un violent fracas de flammes et de métal, alors qu'un morceau de coque de l'adversaire s'arrachait. Celui-là n'allait pas pouvoir continuer le combat. Celui derrière nous utilise un canon lourd, prévint Riley. Je sais pas combien de temps le bouclier va tenir. Elgor, fonce droit sur celui devant nous et fais-nous faire des vrilles. Si on est entre les deux et qu'on bouge assez, il n'osera pas tirer et risquer de flinguer son pote. Le Ragar se lança dans la manœuvre, et effectivement les tirs de l'arrière cessèrent. Et soudainement, le vol de feu fut pris d'une secousse encore plus violente que les autres et fut comme arrêté net. On a un trou dans la coque, prévint Riley. Et je croyais que nos boucliers tenaient bon, reprocha sèchement le capitaine. Mais c'est le cas, se défendit la jeune femme. Il est toujours à 70% de puissance. Et notre vitesse? Quasiment nulle, répondit Elgor. Pourtant nos propulseurs marchent à plein régime sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Demanda le capitaine de façon purement rhétorique. Rip, fais-moi voir une image de la brèche. Un écran holographique apparut devant le capitaine. Depuis l'extérieur du vaisseau, on voyait un trou large d'1 mètre quelque part sur la coque supérieure. Une pointe métallique y entrait, accrochée à l'intérieur du vol de feu et reliée par un câble d'acier à leur poursuivant. On a été harponné, fit remarquer Riley. On coupe les propulseurs, on balance toute l'énergie sur l'armement, ordonna le capitaine qui ne voulait pas perdre de temps. On lui obéit, et une nouvelle rafale de mitrailleuses accompagnée d'une torpille bien placée fit exploser le vaisseau vers lequel il fonçait une minute plus tôt. Elgor, fais-nous manœuvrer pour mettre ceux qui nous ont harponnés dans ma ligne de mire. Le vol de feu tenta de faire demi-tour, mais leur dernier adversaire poussa ses propulseurs latéraux pour tourner autour des chasseurs de primes et rester dans leur dos, alors que le câble commençait à se rétracter. On s'approche d'eux, remarqua le pilote. Et pas moyen de se dégager, ils seront sur nous dans 4 minutes. James quitta son siège et activa son communicateur. Tout le monde à l'armurerie immédiatement. Nous allons être abordés dans 4 minutes. Faites vos adieux à vos ours en peluche. Aujourd'hui, on défend notre peau. Hormis Rip, tout l'équipage était maintenant dans le hangar, positionné en planque à des points stratégiques, tenant chacun fermement leurs armes favorites. Ils s'étaient tous équipés de plusieurs grenades à shrapnel ainsi que de chargeurs supplémentaires. Riley arriva, aussi bien armé que les autres. J'ai pu pirater certaines de leurs fonctions. Malheureusement, la plupart de leurs systèmes sont purement mécaniques et ne sont pas reliés à leur réseau informatique. Ce vaisseau doit être hyper chiant à manœuvrer, mais il risque rien face aux hackers. Merde, s'écria James. Et eux, tu sais au moins qui c'est? Des chasseurs de primes Tanar, leur capitaine s'appelle Hector de la colonie Suzanne. Une trentaine de membres d'équipage. Des Tanar? Demanda Ocar. Tu crois qu'ils bossent pour Garol? Arnel prit la parole. Garol, Erdug, Dren, pas mal de gens nous en veulent. J'ai vérifié les avis de recherche nous concernant, expliqua Riley. Ils nous veulent tous vivants. Par contre, c'est le FLV qui offre la plus grosse prime, et c'est aussi les plus proches. Une ampoule rouge au-dessus de la porte du hangar commença à s'illuminer, indiquant qu'un gros vaisseau venait de s'amarrer au vol de feu. Rip, à ton poste. La jeune femme courut se mettre en planque derrière une caisse de métal, placée là uniquement pour ce genre de situation. Maintenant! Ordonna le capitaine. Riley connecta le boîtier sur son avant-bras à la porte et la fit s'ouvrir, dans le but de prendre l'ennemi par surprise, alors que tous les autres jetèrent une grenade dans l'entrée avant de se remettre en planque. Les projectiles éclatèrent dans un fracas accompagné de hurlements de douleur, et les chasseurs de primes du vol de feu tirèrent dans le nuage de fumée épaisse qui englobait le sas avant de se remettre à couvert. Une violente détonation se fit entendre de l'autre côté, alors qu'une lourde sphère métallique vint s'écraser sur le fond du hangar. Merde! L'objet se sépara en 2 parties, et un bruit de fuite de gaz se fit entendre. On se réveille. James avait du mal à ouvrir les yeux. Il avait un vertige assez rude et la nausée. Il voulut bouger, mais sentit qu'il était fermement attaché à ce qui semblait être un lit. « Je suis où ?» demanda-t-il, alors que sa vue était trop trouble pour voir celui à qui il parlait. « Vous aurez du mal à vous situer dans l'espace et le temps pendant encore 1 heure ou 2. C'est dû au fait que vous vous réveillez à peine du coma artificiel dans lequel on vous a mis pendant quelques semaines. Non, c'est dû au fait que vous ne me dites pas où je suis. Vous êtes à bord du zone de guerre, vaisseau de notre capitaine, Hector de la colonie Suzanne. Nous approchons de Kavin, seconde lune de Rugar. » Le capitaine du vol de feu sentait que sa tête tournait de moins en moins, et il reprenait doucement ses esprits. Il observa les alentours. Il était effectivement attaché à un lit d'hôpital dans une clinique plutôt bien équipée. La personne à qui il parlait était un Ragar habillé d'une blouse blanche. Il voulut bouger, mais était trop fermement attaché, ou trop affaibli, pour y arriver. « Où est mon équipage ?» demanda-t-il. «
Dans les autres cabines, vous êtes le 3e que je réveille, j'ai encore du travail. Le médecin, du moins y ressemblait-il, voulut quitter la pièce quand James l'interpella. « Hé, vous savez ce qui est le plus dur quand on doit soigner un regard défiguré par un incendie ?» Dites toujours. « Trouvez là où il a été brûlé. » L'insulté ricana et s'approcha du lit pour venir coller son visage monstrueux à celui de James. « Je ne sais pas ce que ça fait d'être défiguré dans un incendie, mais vous le saurez bientôt. » Puis il fit volte-face et quitta finalement la pièce. 2 heures passèrent. James avait senti les mouvements du vaisseau alors qu'il se posait sur la surface de cabine. Il avait à présent totalement repris ses esprits. Il avait essayé de se défaire de ses liens par tous les moyens, mais avait finalement dû admettre que c'était impossible. Des tanards qui les avaient amenés à Rugar. Ils allaient à coup sûr être livrés à Garol. James était terrifié alors qu'il repensait à ce qu'il avait vu dans le centre qu'ils avaient attaqué. Les tortures qu'il faisait subir aux esclaves pour les briser, le cauchemar vécu entre ces murs. Tout cela le terrorisait. C'était ce que le fou furieux à qui on le vendait aujourd'hui réservait aux gens contre qui il n'avait rien. Qu'allait-il faire à l'équipage du vol de feu? La porte s'ouvrit enfin, laissant entrer 3 tanards lourdement armés. James leur demanda ce que Garol allait faire de lui, s'il allait rejoindre son équipage, où ils allaient être emmenés, mais on ne répondit à aucune de ces questions. À peine l'un d'eux lui souffla-t-il un « Je suis désolé », alors qu'il le poussait pour se remettre debout, après lui avoir entravé les mains et les pieds. Il obéit sans résistance, tentant de cacher la peur qui lui cisaillait l'estomac. Il se leva et avança avec eux. Ils traversèrent plusieurs couloirs jusqu'à la passerelle du vaisseau, où les attendait le reste des prisonniers sous bonne escorte. Garol, portant un attaché-caisse et accompagné de plusieurs de ses hommes, évidemment armés, les rejoignit finalement. L'un des tanards lui serra la main et prit la mallette avant de remonter à bord. On poussa alors littéralement les prisonniers hors du vaisseau, et ils descendirent la passerelle pour rejoindre leur nouveau maître. Les chasseurs de primes aujourd'hui esclaves s'échangèrent quelques regards, espérant lire dans les yeux de l'un ou de l'autre une idée, un message, « J'ai un plan », ou un simple rassurant, « Ne vous inquiétez pas ». Mais non, rien ne semblait pouvoir les sauver, pas cette fois-ci. Kavin était un immense bloc de sable désertique et atrocement chaud. Quelques montagnes étaient visibles çà et là, mais on ne voyait pas grand-chose d'autre dans cette immense mer de dunes. À quelques mètres de là s'ouvrait pourtant une caverne qu'on leur fit pénétrer. Elle donnait sur de longs escaliers taillés de la roche et à peine éclairés par des torches enflammées. Plus ils s'enfonçaient sous la terre de Kavin, plus ils pouvaient entendre les lointaines lamentations et cris de douleur de ceux dont on semblait avoir oublié l'existence sous la surface. À chaque pas, les chasseurs de primes se disaient un peu plus que tenter de s'échapper tout de suite et mourir d'une balle serait préférable à ce qui les attendait. Mais personne ne tentait rien, car leurs esprits refusaient de croire qu'il n'existait que ces 2 possibilités et qu'aucune réelle occasion de s'évader ne leur tendrait les bras. Ils débouchèrent finalement sur un long couloir qui avait tous les cachots du Moyen-Âge. Toujours vaguement éclairé par le spectre des torches de bois, des cellules parcouraient les murs jusqu'à l'embranchement de plusieurs escaliers remontants. On pouvait y voir de pauvres airs blessés gisant au sol, dont certains semblaient déjà morts. Garol fit faire une halte au malheureux cortège et se plaça devant eux. « Vous m'avez fait perdre énormément d'argent la dernière fois que nous nous sommes vus. D'un point de vue purement financier, vous briser et vous vendre ne me remboursera pas. Rien ne me remboursera jamais. » « Et en plus, tu as payé une prime pour nous, provoqua James. Garol ricana. « Je n'ai pas payé cher pour votre compagnie. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. » Il passa un regard narquois et sadique sur chacun de ses prisonniers. « Quand vous mourrez, et vous allez mourir, votre passage se fera au son des... » Il leva les mains et les frappa l'une contre l'autre, à un rythme lent, mimant un applaudissement dont l'écho se répercutait. « Emmenez-les » ordonna-t-il finalement, avant de faire volte-face pour se diriger vers le bout du couloir, où il emprunta l'escalier de gauche. Les chasseurs de primes, eux, prirent l'accès central alors que les échos d'acclamation se faisaient entendre. Ils débouchèrent finalement sur une impressionnante structure souterraine, un cercle de 50 mètres de diamètre, au sol couvert de sable illuminé par des braseros, et entouré d'un mur d'une dizaine de mètres donnant sur des gradins où des milliers de personnes hurlaient d'excitation. Et à droite et à gauche des entrées, des râteliers d'armes ayant tout de celles que portaient les plus barbares des guerriers du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Les chasseurs de primes avancèrent, restant ensemble, observant autour d'eux l'immensité glorieuse de laquelle ils allaient trouver la mort. À l'un des plus hauts points, on pouvait apercevoir Garol prendre place sur un siège placé entre 2 impressionnantes statues de tanards, portant le glaive et le bouclier. « Mes amis !» hurla-t-il d'une voix puissante aidée d'un micro.
Aujourd'hui, c'est un mets de choix que je vous propose afin de ravir vos lèvres amatrices de sang. En réduisant l'un de mes centres à néant, ils se sont érigés en ennemis de ce marché si lucratif qu'est la vente d'esclaves. Certains d'entre vous les connaissent pour avoir tué de sang-froid un frère, un fils, ou même pour avoir mis une relation de travail en tôle, vendue aux autorités comme on nous reproche à nous de vendre des personnes. Aujourd'hui, moi, Garol de la colonie Rugard, je suis heureux de vous faire cadeau de la mort, des chasseurs de primes, du vol de feu! Une nouvelle acclamation se fit entendre alors que les intéressés s'observaient. « On est si célèbre que ça ?» demanda Arnel. « Pas du tout, » répondit Bagarre. « On serait n'importe qui d'autre, ce serait pareil. Ils sont pas heureux de nous voir crever, ils sont heureux de voir quelqu'un, peu importe qui, crever. » Le discours de Garol, reprit Elgor, sa petite présentation charismatique, c'est juste pour leur faire croire qu'on est important et que donc on est un beau cadeau. Il veut mettre dans leur tête que les gars qui ont foutu en l'air son centre de détention sont pas n'importe qui et qu'il les a quand même chopés. J'imagine que la rumeur qu'il a perdu la face devant 6 chasseurs de primes à la con a foutu à mal sa réputation. Le Tanard, au rôle de maître de cérémonie, reprit la parole. Et pour les affronter, je vous demande une acclamation méritée pour les exécuteurs, prisonniers des plus vils des rebelles de la colonie Tugar, et vendus au centre d'entraînement de l'illustre égir de cette même colonie. Mesdames, messieurs, amis, les trancheurs de Tugar! Alors une porte s'ouvrit à l'autre bout de l'arène, laissant entrer un groupe de 6 Tanards. 2 étaient armés d'épées, 2 autres de masse. L'un d'eux portait un trident, alors que le dernier faisait tournoyer la boule ornée de pointes d'un fléau au-dessus de sa tête. Tous portaient une armure aux épaisses plaques de métal rouillées. « On fait quoi, capitaine ?» demanda Bagarre. James s'approcha de l'un des râteliers et se saisit d'un glaive et d'un bouclier, puis se tourna vers ses hommes. « Ils veulent du spectacle? Ils veulent voir des gens crever? Voilà ce que je propose. On leur offre exactement ce qu'ils veulent. » Il passa à côté des chasseurs de primes et fit face aux trancheurs. Je sais pas vous, mais moi je compte pas mourir aujourd'hui. On se ferait bien ces gars, non? Bagarre s'arma d'une épée à 2 mains et rejoignit son capitaine, suivi d'Ocar et d'Elgor, qui avaient pris des masses, d'Arnel, qui portait un trident, et de Riley, qui avait choisi un bâton orné d'une lame à double tranchant à chaque extrémité. On va crever ensemble aujourd'hui, prophétisa Bagarre, sa tête dressée en signe de calme et de détermination. J'aurais pas voulu mourir autrement, répondit Ocar. James observa son équipage, droit, le regard fier, la tête relevée. Il faisait face à la mort comme de vrais guerriers le devaient. « Si c'est notre dernier combat, on va faire ça bien !» ordonna-t-il. « On avance! Arnel, Riley, restez en retrait. Ne vous jetez dans la mêlée que lorsque vous verrez un signe de faiblesse chez l'adversaire. »« Y a pas de signe de faiblesse chez ces gars-là, » fit remarquer Elgor. « Alors on va en créer un, » répondit James, déterminé. Cette fois, le capitaine se mit à avancer vers l'adversaire, suivi par son équipe. Voyant cela, Garol reprit la parole. « Mesdames, messieurs, amis, que le spectacle commence !» Une puissante acclamation fit trembler l'arène, alors que s'élevaient les hurlements des tambours de guerre crachant des rythmes barbares, accentuant encore le côté antique et brutal de ce qui s'annonçait. Les chasseurs de primes marchaient d'un bloc, sans montrer la frayeur qui les tenaillait. Aucun ne pensait réellement pouvoir survivre à ce combat. Mais vivre ou mourir n'était plus ce qui importait le plus. Tout ce qu'il leur restait, c'était d'au moins ne pas reculer. Tout ce qui leur restait, c'était partir avec honneur. Les Tanards, dans un hurlement guerrier, chargèrent les chasseurs de primes qui resserrèrent les rangs. Le choc fut brutal. Protégé par son bouclier, James reçut une puissante frappe de la masse de son adversaire. Il tomba en arrière et heurta le sol de tout son long. Le Tanard voulut l'achever, mais Riley frappa de sa lance pour l'empêcher d'approcher, alors qu'Arnel aidait son capitaine à se relever. Elgor et Ocar tentaient de frapper les gladiateurs entraînés au corps à corps, mais reculaient face à la vitesse et la sauvagerie de leurs adversaires qui faisaient pleuvoir les coups sur eux. Seul Bagarre, dont le maniement de l'épée faisait partie de l'éducation, parvenait à rivaliser avec les Tanards, mais il ne pouvait pas toucher les 2 guerriers auxquels il faisait face. Arnel, une fois James remis sur pied, se jeta contre le second adversaire de Bagarre. Il tenta de le blesser, mais l'autre esquiva et le frappa du pied en plein visage, le faisant tomber alors que son nez explosa dans une gerbe de sang, accompagné par les hurlements du public. Le Sovat en profita pour tenter une estocade sur celui qui venait de mettre son compagnon au sol, mais son deuxième ennemi envoya un violent coup de main sur son épaule qu'il sentit se déboîter. Bagarre hurla de douleur et de colère en frappant à l'aveuglette. Il parvint à toucher l'un des gladiateurs à la tête avec un coup assez fort pour le faire chanceler. Malheureusement, protégé par un épais casque de métal, l'adversaire se releva alors qu'il n'était pas hors combat. Elgor tentait de frapper son ennemi de sa masse.
mais l'autre le tenait à distance de son trident. Soudainement, il jeta son arme contre le Tannar qui esquiva. Mais ce jet inattendu n'avait pour but que de le surprendre, alors que le Rhaegar se saisissait de la longue arme du gladiateur qu'il tira vers lui. L'adversaire partit en avant alors qu'un coup d'avant-bras à la gorge le fit chanceler. Elgor lui planta alors sa nouvelle arme dans le ventre, juste sous une ouverture dans son armure, le laissant hurler de douleur en crachant du sang, sous une nouvelle acclamation de la foule. Mais cette victoire fut écourtée lorsque le pilote reçut un violent coup de masse à la tête qu'il fit tomber au sol sans connaissance. « Capitaine !» hurla Riley. James se bloquait comme il le pouvait les assauts incessants de ses deux adversaires sans pouvoir riposter. « Reste en arrière, Rip !»« Mais je... Reste en arrière !» La jeune femme hésitait. Elle avait toujours caché ce qu'elle était à ses compagnons. C'était pour elle une question de vie ou de mort. Pour elle, mais aussi pour cet équipage qu'elle considérait comme une famille et qu'elle devait protéger de ceux qui la recherchaient. Mais aujourd'hui, révéler sa vraie nature, c'était ça, la question de vie ou de mort. C'était ça, protéger sa famille. James entendit un hurlement dans son dos, alors que Riley lançait son arme contre l'un de ses assaillants. Le jet fut si puissant, d'une telle violence, qu'il perça l'armure de l'adversaire qui tomba au sol. Le capitaine eut à peine le temps de réaliser ce qui venait de se produire, que déjà la jeune hackeuse passait sur sa droite, maintenant désarmée. Elle sauta presque à la hauteur d'un homme, et frappa du pied le second Tannar à la tête. Il chancela alors que le coup fut si brutal que le métal de son casque avait plié. Rip se saisit de son arme, qu'elle retira sèchement de son premier adversaire, et la planta dans la visière du deuxième qui hurla. Celui qui avait frappé Elgor la chargea. Il leva sa masse pour la frapper de toute sa force, mais en un mouvement aussi rapide que violent, l'arme de Riley lui entailla le bras. Il lâcha prise, mais ne cessa sa course que lorsque Rip le cogna du manche du bâton. À son tour, il chancela et fut achevé par la visière de son casque. Le quatrième se tourna vers elle, mais Ocar en profita pour lui asséner un coup de masse aussi brutal que meurtrier à l'arrière du crâne. Il tomba au sol et le bas noir lui frappa la tête à 3 reprises, jusqu'à éclater son casque et ce qui se trouvait en dessous. De la même façon, Bagar profita d'un mouvement d'inattention de son adversaire pour lui planter sa lame dans un défaut de son armure. Le 5e Tannar s'attaqua à Riley, mais elle esquiva, reculant dans un mouvement de vrille parfaite qui se termina par un coup net et précis à la gorge du Tannar. Et le dernier, seul contre 6, ne fit pas long feu. Le public devint totalement délirant alors que les chasseurs de primes victorieux levaient leurs armes en pleine gloire. On acclamait les prisonniers qu'ils étaient, les esclaves qu'ils étaient, les gladiateurs qu'ils étaient. Depuis son siège surélevé, Garol observait la scène, un sourire en coin. « Ils ont vaincu mes trancheurs », lui fit remarquer Aegir. « Tu vas devoir me les rembourser. »« Ne t'en fais pas, tu seras payé. Cette journée sera bien plus rentable que ce que je pensais. » En tout cas, maintenant que ces gars ont été vus à l'œuvre, plus personne ne se moquera du fait qu'ils ont foutu en l'air ton centre. Effectivement, c'est rentable pour toi. Beaucoup moins pour moi qui ai perdu l'une de mes meilleures équipes. Tracasse pas. Cette femme juste là, Riley Carlyle, je vais en faire la plus grande combattante de l'histoire. Elle fera trembler toutes les arènes des Tannar. Ne t'emballe pas, elle s'est battue pour protéger ses collègues, elle leur est loyale. Et eux, à part le Sovat, ils valent rien, ça va être des poids morts. Non, 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 t'as vu son regard? Elle aime ça. Je vais te montrer ce que vaut réellement la loyauté chez ces chasseurs de primes. Garol se leva, calmant un peu la foule qui comprenait que le maître de cérémonie allait prendre la parole. Mesdames, messieurs, amis, je vous ai promis l'exécution de ces prisonniers et je tiendrai parole. Pourtant, face à tant de bravoure, je ne peux qu'avoir le cœur en émoi. C'est pourquoi je tiens à offrir ma clémence aux plus valeureux de ces gladiateurs. Mesdames, messieurs, amis, que le combat commence et que le dernier qui vive parmi eux reçoive ma clémence. Et l'acclamation reprit plus forte encore, alors que l'équipage du vol de feu aidait ceux tombés au sol à se relever. James observa ses compagnons qui semblaient aussi indécis que lui. C'était à prévoir, souffla-t-il. Pire, répondit Arnel. C'était prévisible. Vous en pensez quoi? Demanda le capitaine. Ils n'ont pas réussi à nous faire crever, alors on doit le faire nous-mêmes? Il se tourna vers Garol et laissa tomber son glaive et son bouclier, avant de tonner de toute sa voix. « On va pas rentrer dans ton jeu, connard! Si tu veux nous tuer, aie donc les couilles de venir le faire toi-même! Le vol de feu, c'est une seule équipe, une seule famille! On s'est battu côte à côte, on mourra côte à côte, et non l'un face aux autres! Alors envoie-nous tes minables guerriers !» Un violent cri de douleur se fit entendre derrière lui, alors qu'Ocar venait de frapper Arnel en plein visage. « Putain, tu fous quoi ?» s'écria le capitaine. Quoi? Ça fait trop longtemps que ça me démange, pour une fois que j'en ai l'occasion. Le dernier se jeta alors sur son adversaire et le plaqua au sol. Riley posa son arme et approcha d'Elgor. Bien, puisqu'on en est là, dit la jeune femme avant de frapper le Rhaegar en plein de la testicule.
Entre les deux corps à corps qui venaient de s'engager, James et Bagarre se regardaient avec incrédulité. Ça aussi, c'était prévisible, fit remarquer le Sovat. Malheureusement, tu as raison. Et maintenant, on fait quoi, capitaine? On se bat? James se prit une mine mal à l'aise. Franchement, entre toi et moi, je préférerais Arnel. La crête de Bagarre frétilla d'amusement quand une violente secousse fit trembler l'arène. Les combats cessèrent alors que le public se levait pour quitter les lieux à la hâte. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau choc, bien plus violent cette fois, fit s'écrouler une part du plafond de pierre, laissant apparaître les rayons du soleil ainsi qu'un puissant vaisseau de guerre. Capitaine, une brèche a été ouverte. Parfait, maintenant qu'ils savent que nous sommes ici, ordonnez aux mercenaires infiltrés de lancer l'assaut. À bord du Tempête, Alexander Rogue menait l'attaque sur l'arène. N'oubliez pas, je veux Garol vivant. J'ai besoin de la prime sur sa tête pour payer les mercenaires qui nous aident. Capitaine, regardez! Un écran holographique apparut, zoomant sur leur vue de l'intérieur des lieux. C'est James Conrad! Le chasseur de primes à la peau noire se mit à sourire. Il alluma son communicateur. Gamin, le vol de feu est ici. Avance avec ton équipe jusqu'à l'arène et fais-les dégager. Bien reçu, mon oncle. Depuis le sable, les chasseurs de primes entendaient l'écho des hurlements des fusillades venant de partout dans la bâtisse. Au-dessus d'eux, une bataille aérienne s'engageait alors que le Tempête continuait de pilonner les lieux de ses nombreux canons de bordée. Faut qu'on dégage! À tes ordres, capitaine! Les chasseurs de primes coururent vers le chemin par lequel ils étaient entrés alors que la caverne commençait à s'écrouler sur eux. Juste derrière la grille qui les séparait de l'escalier, ils entendaient le feu des armes faire rage et s'approcher quand soudainement, un humain en armure de combat et casque intégral arriva. Dans son dos, d'autres mercenaires tiraient sur un adversaire que les chasseurs de primes ne pouvaient voir. L'homme fit feu sur la serrure de la porte qui s'ouvrit. « James Conrad, suivez-nous si vous voulez vivre !» leur ordonna une voix familière. À l'arrière, les tirs cessèrent. « La voie est libre! Go, go, go !» Ils traversèrent le couloir dont les cellules avaient été ouvertes et sortirent finalement à l'air libre, alors que dans le ciel, les Tanards fouillaient face à une troupe de mercenaires commandée par Alexander Rogue. Celui en charge de l'unité alluma son communicateur. « Conrad et son équipe sont en sécurité. Bien, restez où vous êtes et qu'ils ne bougent pas. » Les sauveteurs reculèrent d'un pas et mirent les chasseurs de primes en joue. Et Conrad soupira. « Et merde !» Après plusieurs minutes, lorsque le ciel retrouva le calme du désert, le Tempête vint se poser près du petit groupe. Sa passerelle descendit, laissant apparaître l'impitoyable Alexander Rogue, qui approcha de l'équipage du vol de feu. « Alors ?» demanda celui qui avait sauvé les gladiateurs. « Garol nous a échappé, » répondit son capitaine. « Heureusement, on a pu choper quelques autres enfoirés à la tête mise à prix. Ça va payer nos alliés du jour. » Il se tourna ensuite vers James. « Le vol de feu est planqué dans un hangar souterrain dont l'entrée est un peu plus loin, mais en ont sécurisé les lieux. » Conrad avança. « Vous nous laissez partir ?» demanda-t-il sans y croire. « Comme tu l'as dit à un gamin il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui on n'est pas des chasseurs de primes. Aujourd'hui, on est des héros. » James ne comprit pas, alors que celui qui les avait libérés retirait son casque et reprenait la parole. « Et moi je t'avais répondu qu'un jour mon oncle te rendrait l'appareil. » Ryanair. « Après que vous m'ayez sauvé du centre pour esclaves, j'ai décidé de me faire oublier, expliqua-t-il. Je me suis dit que si Garol et vous aviez pu me trouver, je ne devais pas rester trop longtemps au même endroit. Alors je me suis engagé à bord du vaisseau de mon oncle. C'était après notre dernière rencontre, ajouta Rogue. Ce n'est qu'alors que j'ai su que j'avais une dette envers toi. Dans notre profession, nous ne devons pas oublier une chose. L'honneur, c'est plus important que les primes. » Eh ben, finalement, on n'a pas que des ennemis, plaisanta James. L'autre capitaine lui sourit. « Ceci dit, je n'étais déjà pas ton ennemi la dernière fois. Maintenant, nous sommes quittes. La prochaine fois que nous nous croiserons... » Je sais. James s'approcha et tendit une main à Rogue pour qu'il la serre. Ce dernier ricana et fit volte-face pour remonter dans son vaisseau, suivi de ses hommes. « À la prochaine fois, Conrad !»« Bon sang, que tu m'as manqué !» Elgor se jeta sur les commandes du vaisseau, comme si c'était une femme dont il était éperdument amoureux, alors que Riley était déjà en train de vérifier que les sauvegardes de ses jeux vidéo n'avaient pas été effacées. James posa une main sur l'épaule de la jeune femme. « Rip, ce que tu as fait dans l'arène, un jour tu devras bien nous expliquer. » Elle soupira. « Non, capitaine, jamais je ne devrais vous expliquer. » Elle observa autour d'elle.
Je suis chasseuse de primes, hackeuse à bord du vol de feu, et c'est comme ça que je suis heureuse. Et crois-moi, pour votre sécurité à tous, il vaut mieux que plus jamais je sois autre chose que ça. Il hocha la tête, compréhensif. « On fait quoi, capitaine ?» demanda Bagarre, dont l'épaule avait été remise en place juste après les adieux avec Rogue. « On a sûrement été pillés. Arnel, fais l'inventaire de ce qu'il manque à l'infirmerie. Bagarre, tu t'occupes de l'armurerie. Ocar, va vérifier que tout fonctionne bien. On va avoir besoin que le vol de feu soit à son maximum. »« Qu'est-ce que t'as en tête ?» demanda le pilote. Le visage du capitaine s'assombrit. « Je ne veux pas passer ma vie à regarder par-dessus mon épaule si on n'est pas poursuivi. Garol, les enculés qui commandent Erdug, le front de libération de Vabine, la bande de Dren. On va choper tous ceux qui ont mis notre tête à prix et on va se débarrasser d'eux, une bonne fois pour toutes. » Fin.